Avant de commencer, j'aimerais vous demander une petite faveur. J'essaie vraiment d'atteindre les 1000 abonnés, un chiffre qui compte énormément pour moi. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton « S'abonner ». Un simple clic, mais une immense motivation pour moi à créer de nouvelles vidéos. Merci beaucoup. Le thermomètre à l'extérieur du baraquement de Henrik Jacobson indiquait moins 18 degrés le matin du 11 janvier 1876. Et il se disait que cela faisait de lui l'homme le plus intelligent du comté de Pembina, territoire du Dakota. Il avait construit sa cheminée comme son père l'avait fait, comme son grand-père l'avait fait en Norvège, droite à travers le toit où la chaleur devait se trouver. Et il avait brûlé 11 cordes de chêne fendues depuis novembre pour y parvenir. De l'autre côté de l'étendue gelée de la prairie, peut-être à 300 yards au sud, là où le terrain plongeait vers la rivière Tongue. Aucune fumée ne s'élevait de la cheminée de Katarina Voulkov, pas depuis 3 jours. Henrik avait dit à sa femme Astrid que la Russe avait fini par mourir de froid dans ce trou ridicule qu'elle avait insisté pour construire, et que quelqu'un devrait y aller au printemps pour voir ce qu'il restait à enterrer. Il se trompait sur la cheminée. Il se trompait sur Katarina. Et dans 48 heures, lorsque la température chuterait à moins 43 degrés et que le vent se mettrait à hurler depuis le Manitoba à 57 000 par heure, il comprendrait à quel point un homme pouvait se tromper en essayant de rester au chaud dans les plaines du Nord. Katarina était arrivée dans le comté de Pembina en mai 1874. L'une des 42 pionnières qui avaient déposé des demandes cette année-là en vertu du Homestead Act. Elle avait 31 ans, parlait un anglais hésitant avec un accent allemand vulgaire, assez épais pour être coupé au couteau à foin, et elle n'avait emporté que 3 choses avec elle dans le train depuis New York. Une sacoche en cuir contenant les papiers las de naturalisation de son défunt mari, une icône ternie de Saint-Saraphim, et un rouleau de dessins que son grand-père avait réalisé d'un poêle PKA à Saratoblast. Les dessins montraient quelque chose qui semblait étrange aux yeux américains, quelque chose qui avait fait rire l'employé du bureau foncier à Grafton lorsqu'elle avait essayé de l'expliquer. Elle n'a pas essayé de réexpliquer. Elle a déposé une demande sur un quart de section où la rivière Tongue formait une courbe paresseuse, où un bosquet de peupliers offrait le seul bois sur des kilomètres, et une eau claire et froide, alimentée par une source toute l'année. Le sol était une terre noire et profonde, assez profonde pour y perdre le bras jusqu'au coude. Et Henrik Jacobson, qui avait déposé la demande adjacente à la sienne, lui avait dit sans embâge qu'elle ne survivrait jamais à un hiver seul. Sa femme, Astrid, avait été plus gentille, apportant à Katarina une miche de pain et des conserves, mais le regard dans ses yeux disait la même chose. Il en va de même pour les regards d'August Reinhardt qui s'était installé à l'est, et de Thomas McKenna, le cheminot irlandais, qui avait pris une concession le long de la vallée de la rivière, et du révérend Paulson, qui célébrait des offices un dimanche sur 2 dans la grange de Henrik, et qui avait suggéré, sans méchanceté, qu'une femme seule pourrait trouver de meilleures perspectives à Minneapolis. Ils avaient tous construit leur maison à l'américaine, la manière qui avait du sens pour des hommes qui avaient appris à construire auprès d'autres Américains, ou dans des guides publiés à Chicago et Philadelphie. Des cabanes en rondins, là où le bois le permettait, des maisons en terre battue, là où il n'y en avait pas, avec des cheminées qui montaient droites et sûres du foyer au ciel, aspirant la fumée et la chaleur avec elle. La manière dont les cheminées avaient aspiré la fumée depuis que les Romains avaient découvert le principe il y a 1500 ans. Katarina, elle, a creusé la terre. Elle a passé juin et juillet à excaver, déplaçant la terre avec une pelle qu'elle avait achetée à crédit chez Schroeder's Mercantile à Grafton, la déversant en tas qui servirait plus tard de brise-vent. Sa demeure troglodyte descendait de 4 pieds dans le sol et s'étendait sur 20 pieds de long par 14 pieds de large. Le toit était fait de rondins de peupliers superposés de terre, rendant toute la structure presque invisible à 100 yards de distance. Juste un monticule bas avec une porte sur la face sud et un tuyau de poêle qui ne dépassait que de 3 pieds au-dessus du niveau du sol. À l'intérieur,
Elle avait construit quelque chose que Henrik Jakobson était passé devant en secouant la tête. Quelque chose qu'August Reinhardt avait appelé un gaspillage de bonnes pierres. Quelque chose que Thomas McKenna avait essayé de lui faire abandonner pendant 2 bonnes heures, un après-midi d'août. Le foyer était situé dans le coin nord-ouest, construit avec des pierres de rivière qu'elle avait transportées de la rivière Tongue dans une charrette empruntée. Mais au lieu d'une cheminée montant tout droit, elle avait construit une série de canaux horizontaux traversant le sol, serpentant d'avant en arrière, sous la terre tassée selon un schéma que les dessins de son grand-père appelaient une leanka, un banc chauffé. Les canaux étaient construits en dalles de calcaire plate qu'elle avait fendues elle-même, ajustées de manière suffisamment étanche pour que la fumée ne puisse pas s'échapper, mais suffisamment lâche pour que la chaleur puisse rayonner. Ils s'étendaient sur 43 pieds au total, revenant sur eux-mêmes 4 fois, avant de monter finalement à travers un conduit vertical qui sortait à seulement 18 pouces au-dessus de la ligne du toit. Le système entier était intégré dans de l'argile et du sable de rivière mélangés à de la paille coupée, lui donnant environ 6 tonnes de masse thermique sous ses pieds. « Vous allez vous tuer », avait dit Thomas McKenna, la regardant mortiérer la dernière pierre en place. Il avait 41 ans, avait survécu à la bataille d'Antietam et à 3 ans de pause de voix pour le Northern Pacific. Et il avait vu des hommes mourir de froid dans des camps de cheminots, du Minnesota au Montana. Ce feu ne tirera pas correctement. La fumée remontera et vous suffoquerez dans votre sommeil. À Sarat, mon grand-père chauffait la maison avec un seul feu, dit Katharina, sans lever les yeux de son travail. Brûlé le matin, chaud toute la journée, toute la nuit. Ceci n'est pas la Russie, dit Thomas. Non, agree Katharina. C'est plus froid. Elle l'avait allumé pour la première fois le 3 septembre 1874, brûlant un mélange soigneux de peupliers secs et de foin torsadé. Le tirage était faible au début, la fumée revenant dans la demeure troglodyte jusqu'à ce qu'elle ajuste le registre qu'elle avait fabriqué à partir d'une pièce de tôle. Puis le système s'est mis en marche, aspirant l'air à travers le foyer et poussant la fumée à travers le labyrinthe de canaux sous le sol. En 1 heure, la terre sous ses pieds était chaude. En 3 heures, toute la demeure troglodyte était à 72 degrés Fahrenheit, même si elle avait laissé le feu se réduire à des braises. Quand elle s'est réveillée le lendemain matin, 10 heures après que la dernière flamme se soit éteinte, la température à l'intérieur était encore de 68 degrés. Dehors, il faisait 49 degrés. August Reinhardt avait ses doutes expliqués différemment. C'était un Allemand de Saxe, 53 ans, qui avait construit 17 maisons à Milwaukee avant que la panique financière de 73 ne le ruine et l'envoie vers l'ouest à la recherche d'un nouveau départ. Il comprenait la maçonnerie, comprenait la dynamique thermique, et il comprenait que la conception de Katharina violait tous les principes de chauffage efficace qu'il avait appris en 4 décennies de travail de construction. Le problème, c'est la surface, lui dit-elle en octobre, debout dans sa demeure troglodyte, son chapeau à la main, parlant lentement, comme le faisaient les gens quand ils pensaient que vous ne compreniez peut-être pas l'anglais. L'air chaud monte. C'est de la physique. C'est la loi de Dieu. Vous forcez la fumée à voyager horizontalement à travers la terre froide, perdant de la chaleur à chaque tournant. Une cheminée droite tire fort, crée un tirage, brûle proprement. Votre système se combat. « Combien de bois avez-vous brûlé hier » demanda Katharina. Auguste fronça les sourcils. « Je ne compte pas chaque bûche. »« J'en brûle 1/4 de corde par semaine » dit Katharina depuis septembre. « Combien en brûlez-vous » Auguste ne répondit pas, mais Henrik Jakobson admettra plus tard qu'il en avait brûlé 7 cordes avant Noël. Et la cabane d'Auguste n'était que légèrement plus grande que celle de Henrik, construite de la même manière, avec la même conception de cheminée prétendument efficace. Le scepticisme n'était pas méchant. Pas exactement. C'étaient des gens qui avaient survécu au terrible premier hiver de 1873 à 74, lorsque les températures étaient tombées à moins 38 degrés, et y étaient restés pendant 11 jours d'affilée, lorsque Henrik avait épuisé tout son approvisionnement hivernal de bois en février,
et avait dû brûler des meubles pour garder ses enfants en vie. Ils avaient tiré de dures leçons de survie dans les plaines du Nord, et ils croyaient sincèrement que Katharina commettait une erreur fatale. Le révérend Paulson, qui avait perdu une sœur dans un incendie de maison dans l'Ohio, s'inquiétait ouvertement du danger d'échappement d'étincelles à travers les canaux de pierre. Astrid Jacobson s'inquiétait du monoxyde de carbone, de la mort invisible qui se faufilait à travers les fissures de la maçonnerie pendant que Katharina dormait. Mais Katharina gardait son feu petit et stable, jamais rugissant, ne poussant jamais son système au-delà de sa capacité conçue. Elle brûlait du bois de peuplier mort, complété par du foin torsadé, et des bouses de buffle séchées qu'elle avait ramassées pendant les mois d'été. Elle avait appris de l'expérience de son grand-père que le système fonctionnait mieux avec une chaleur modérée et soutenue plutôt qu'avec des bouffées intenses. La masse thermique sous son sol absorbait la chaleur lentement et la libérait lentement, transformant sa demeure troglodyte en une sorte de batterie thermique qui restait chargée pendant des heures après que le feu se soit éteint. Maintenant, si vous regardez ceci et pensez que les connaissances traditionnelles, comme celles-ci, méritent d'être préservées, que la sagesse pratique des colons de la frontière ne devrait pas être perdue dans l'histoire, alors appuyez sur ce bouton d'abonnement. Rejoignez les milliers d'autres qui aident à documenter les techniques oubliées qui ont maintenu nos ancêtres en vie. Car ce que Katharina savait, ce qu'elle avait emporté de la Volga aux plaines du Dakota, allait lui sauver la vie d'une manière qui prouverait que tous les sceptiques avaient tort. En janvier 1876, Katharina avait passé un hiver complet dans sa demeure troglodyte, et elle avait appris à lire le ciel de la prairie, comme ses voisins lisaient leur almanach. Le matin du 9 janvier, elle a vu quelque chose qui l'a fait passer toute la journée à transporter de l'eau de la source, remplissant tous les récipients qu'elle possédait, y compris 2 barils en bois qu'elle avait achetés à Thomas McKenna. Elle a rentré du bois de chauffage supplémentaire, le empilant dans le étroit tunnel d'entrée qu'elle avait creusé. Celui qui descendait 4 marches avant de déboucher dans la pièce principale. Celui qui servait de sas contre le vent. Elle a vérifié ses réserves de nourriture. 43 livres de pommes de terre dans une fosse de stockage qu'elle avait creusée sous le coin nord-est. 27 livres de porc salé suspendus aux poutres du toit. 6 livres de farine de maïs dans une boîte scellée. Haricots secs. Pois secs. Une petite meule de fromage qu'elle avait échangée contre du travail à la ferme des Jacobson. Henrik l'a vu se préparer et a ri. « C'est juste l'hiver », a-t-il appelé à travers le sol gelé. « Tu agis comme si le monde se terminait. » Le baromètre dans la cabane de Thomas McKenna baissait depuis 18 heures d'affilée lorsque la température a commencé à chuter dans l'après-midi du 11 janvier. Elle est passée de -18 à -26 entre midi et le coucher du soleil. À minuit, il faisait -34. Le vent est arrivé à 2 heures du matin le 12 janvier, et il est arrivé avec un son semblable à celui de trains de marchandises qui se percutent, comme si la terre elle-même se déchirait. C'était un blizzard dans le vieux sens du terme, le sens mortel, celui que les Lakota appelaient Wanatu Watakia, l'hiver qui prend tout. La visibilité est tombée à 0. Le vent projetait la neige avec une telle force qu'elle trouvait des interstices dans la construction qui n'existaient pas auparavant, s'insinuant entre les rondins, pénétrant à travers des murs censés être solides. La cheminée de Henrik Jacobson, cette cheminée droite et efficace dont il était si fier, est devenue un inconvénient dès la première heure. Le vent y rugissait, soufflant la fumée et les cendres dans sa cabane, le forçant à fermer le registre et à laisser le feu s'éteindre plutôt que d'asphyxier sa famille. Sans le feu, la température à l'intérieur de sa cabane a chuté de 14 degrés dans la première heure. Thomas McKenna s'en est légèrement mieux sorti. Sa cabane était plus petite, mieux calfeutrée, et il l'avait construite partiellement dans un versant sud, lui offrant une isolation terrestre. Mais sa cheminée tirait si fort dans le vent hurlant qu'elle consommait du bois à un rythme 3 fois supérieur à la normale, épuisant sa réserve soigneusement rationnée à un rythme qui l'épuiserait en 4 jours si la tempête durait aussi longtemps. Il alimentait le feu désespérément,
sachant que s'il le laissait s'éteindre, le rallumer dans ce vent serait presque impossible. August Reinhardt avait le système le plus sophistiqué, un véritable poêle de chauffage allemand, avec une double enveloppe d'eau et des tuyaux de circulation efficaces à tout point de vue. Mais l'efficacité supposait des conditions normales, supposait que les cheminées tireraient correctement et que la chaleur aurait le temps de rayonner dans les espaces de vie. Le vent, qui soufflait par rafales de 60 milles à l'heure, créait un effet venturi avec sa cheminée, aspirant la chaleur de sa maison avant même qu'elle ne puisse réchauffer quoi que ce soit. Il brûlait 1 mètre cube de bois toutes les 18 heures juste pour maintenir la température à 11 degrés Celsius. Dans le souterrain de Katharina, le thermomètre affichait 21,5 degrés Celsius. Elle avait allumé son feu à l'aube du 11 janvier, la veille de l'arrivée de la tempête, brûlant un arrangement soigné de peupliers séchés qui réchauffait la masse thermique sous son plancher. Lorsque le vent s'est levé, elle avait laissé le feu se réduire à des braises, n'ajoutant que juste assez de combustible pour maintenir une chaleur douce et constante. La tempête ne pouvait pas atteindre sa cheminée pour la faire s'effondrer. La sortie ne mesurait que 45 cm de haut, et la neige s'y était déjà accumulée, ne laissant qu'un petit trou qui aspirait juste assez d'air pour maintenir les braises vives. Les canaux horizontaux sous son plancher avaient absorbé la chaleur pendant 15 heures avant que la température extérieure ne descende à des niveaux mortels. Et maintenant, il la restituait lentement, régulièrement, transformant la terre battue en un panneau chauffant rayonnant qui réchauffait l'air sans consumer sa réserve de combustible limitée. Elle n'avait brûlé qu'1 huitième de mètre cube de bois pendant toute la première journée de la tempête. Henrik Jacobson, s'il avait pu maintenir son feu allumé, aurait brûlé 2 mètres cubes entiers pour obtenir la même chaleur. Le blizzard a duré 4 jours. La température a chuté à -40 et 1 degré Celsius la deuxième nuit, et le vent n'est jamais tombé en dessous de 65 km par heure pendant 76 heures consécutives. La neige s'est accumulée en congères qui ont enseveli la cabane de Henrik jusqu'à la ligne de toit, recouvrant complètement la porte de Thomas McKenna, le forçant à creuser son chemin dehors par une fenêtre. Le paysage s'est transformé en quelque chose qui ressemblait à la surface d'une planète extraterrestre. Tous les points de repère effacés, tous les repères familiers ensevelis sous un blanc qui bougeait et ondoyait comme quelque chose de vivant. Le 3e jour, Henrik Jacobson prit une décision qui faillit lui coûter la vie. Son bois de chauffage était presque épuisé, et sa cabane était tombée à 3,5 degrés Celsius malgré le fait qu'il ait brûlé chaque morceau de meuble qu'il pouvait se permettre. Il décida de courir chez August Reinhardt, situé à 155 mètres à l'est. Dans l'espoir d'emprunter du combustible, il attacha une corde autour de sa taille, l'amarra à la poignée de sa porte et sortit dans un vent qui le renversa sur le côté. Il parcourut 14 mètres avant de perdre complètement son orientation. La corde le sauva, lui permettant de se ramener à la force des bras, arrivant à sa porte le visage ensanglanté par la glace fouettée par le vent et les doigts gelés jusqu'à la 2e phalange. Astrid pleura en le voyant, et Henrik, qui avait survécu à des hivers en Norvège qu'il pensait être les pires conditions que Dieu pouvait concevoir, comprit qu'il avait été un imbécile. L'hiver des plaines était quelque chose de différent, quelque chose qui combinait le froid, le vent et la distance d'une manière qui faisait de la survie une question de mètres et de minutes plutôt que de kilomètres et d'heures. Dans son souterrain, Katharina ne voyait pas la tempête, ne l'entendait pas clairement à travers 1,2 mètres de terre et 60 centimètres de gazon. Elle passait ses journées à travailler à la main à la lueur d'une lampe, à repriser des vêtements, à tresser des cordes d'herbe séchées, à lire une Bible imprimée en allemand que le révérend Paulson lui avait prêtée. Elle brûlait un seul feu chaque matin, juste assez pour recharger la masse thermique, la laissant la chauffer jour et nuit. Sa consommation de combustible était de 1/16e de celle d'August Reinhardt, 1/8 de celle que Henrik aurait brûlée si sa cheminée avait fonctionné. Le système fonctionnait parce qu'il était conçu pour ces conditions précises.
perfectionné au fil des générations d'expériences russes et européennes face aux hivers continentaux brutaux. Les canaux horizontaux maximisaient le transfert de chaleur vers la masse thermique tout en minimisant la perte de chaleur par la cheminée. La conception enterrée protégeait du vent et transformait la terre elle-même en isolant. Le profil bas signifiait moins de perte de chaleur par le toit. Et le tunnel d'entrée orienté au sud capturait toute chaleur solaire disponible tout en créant un sas contre le vent. C'était un système complet. Chaque élément soutenant chaque autre élément évoluait par essai et erreur sur des siècles. Le 4e jour, le vent s'est arrêté. Pas progressivement, pas lentement, mais d'un coup, comme si Dieu avait actionné un interrupteur. Le silence qui a suivi était si profond que Thomas McKenna a cru un instant être devenu sourd. La température est restée à moins 35,5 degrés Celsius, mais sans le vent, le monde est redevenu navigable. Henrik Jacobson est sorti de sa cabane pour trouver sa pile de bois complètement épuisée. Sa famille était vivante. Mais les enfants montraient des signes de gelure aux orteils, malgré le fait de dormir avec tous les vêtements qu'ils possédaient. August Reinhardt avait consommé tout son stock d'hiver et commençait à utiliser du bois vert qu'il avait l'intention de faire sécher pour l'année suivante. Du bois qui brûlait mal et remplissait sa maison de fumée. Thomas McKenna s'en était sorti en meilleure forme, mais seulement en brûlant sa table de cuisine et 2 chaises, et en acceptant d'avoir perdu 3 orteils au pied gauche à cause du gel. Ils se sont creusés des chemins les uns vers les autres, vérifiant qu'ils avaient survécu. Et c'est là que quelqu'un a posé la question sur la femme russe dans le souterrain près de la rivière. Henrik admit qu'il l'avait supposée morte, que personne n'aurait pu survivre dans ce trou à moitié enterré avec sa cheminée folle et inversée. Le révérend Paulson dit qu'ils devraient aller vérifier au moins pour une sépulture chrétienne. Et ainsi, 6 hommes partirent à travers la prairie gelée, suivant la ligne des poteaux de clôture enterrés qui marquaient le chemin vers la concession de Katharina. Ils trouvèrent son entrée marquée seulement par une petite congère, facilement dégagée. Henrik frappa, et lorsque la porte s'ouvrit, la chaleur se déversa en une vague qui les arrêta net. Katharina se tenait là, en chemise, sans châle, sans couche supplémentaire, les regardant avec surprise et leur demandant dans son anglais approximatif s'ils allaient bien, s'ils avaient si même besoin d'aide. Le thermomètre visible par-dessus son épaule affichait 20 degrés Celsius. Il y eut un long silence pendant que 6 hommes assimilaient ce qu'ils voyaient. Puis August Reinhardt demanda très calmement s'il pouvait entrer et examiner son système de chauffage. Henrik Jacobson demanda si elle pouvait peut-être expliquer à nouveau son fonctionnement, plus lentement cette fois, car il n'avait peut-être pas bien compris la première fois. Thomas McKenna, debout là avec 3 orteils morts, dit qu'en Russie, votre grand-père chauffait toute la maison avec un seul feu. Oui, Katharina dit que ça marche, que ce design marche vraiment. Ça marche très bien. Katharina dit qu'il voulait entrer, qu'il faisait chaud. Maintenant, j'ai besoin que vous preniez un moment et que vous cliquiez sur ce bouton « J'aime » si vous avez trouvé cette histoire intéressante. Si vous comprenez pourquoi la préservation de ce type de savoir est importante, car ce qui s'est passé ensuite a changé la façon dont les gens construisaient dans les plaines du Nord. Et c'est une histoire qui mérite d'être partagée. La transformation ne s'est pas produite du jour au lendemain. Henrik Jacobson fut le premier à demander à Katharina de dessiner son plan, d'expliquer les mesures et les principes. Il passa 2 jours dans son souterrain à examiner la maçonnerie, à mesurer les canaux, à poser des questions sur le tirage, les registres et la masse thermique. Puis il rentra chez lui et commença à calculer comment il pourrait moderniser sa cabane existante, s'il pourrait ajouter un système de chauffage par le sol sans démonter tout ce qu'il avait déjà construit. August Reinhardt aborda la chose différemment. Il s'était trompé, et August Reinhardt n'était pas un homme qui acceptait facilement d'avoir tort, mais c'était un homme qui respectait les faits. Il avait vu le thermomètre, avait senti la chaleur rayonnant à travers le plancher de Katharina, avait fait les calculs sur sa consommation de combustible par rapport à la sienne. Selon ces calculs, son système fonctionnait avec une efficacité d'environ 340% supérieure à celle d'une conception de cheminée conventionnelle, et ce chiffre était impossible à ignorer.
Il commença à esquisser des modifications, essayant d'adapter les principes russes PK-A de Katarina aux techniques de construction américaines. Pourrait-on construire un système similaire dans une cabane en rondin? Qu'en serait-il d'une maison en terre? Comment imperméabiliser les canaux dans les climats humides? Comment les entretenir, les nettoyer? La nouvelle se répandit dans le comté de Pimina et au-delà. En mars 1876, Katarina recevait des visiteurs venus de Grafton et Grand Forks. Des pionniers qui avaient entendu parler du poêle souterrain de la femme russe qui brûlait une bûche là où d'autres en brûlaient 10. Certains étaient sceptiques, comme Henrik et Auguste l'avaient été. Certains apportaient leur propre bois de chauffage pour tester le système, ne croyant pas qu'il puisse fonctionner comme décrit. Katarina leur montrait à tous la même chose, un petit feu soigneusement allumé, chauffant 6 tonnes de masse thermique qui maintiendrait sa maison au chaud pendant 24 heures. Elle leur montrait le système de registre, les ports de nettoyage qu'elle avait construits dans les canaux, la façon dont tout le système fonctionnait ensemble. Certains comprenaient, d'autres non. Certains rentrèrent chez eux et essayèrent de le copier, et échouèrent parce qu'il manquait des détails cruciaux sur les exigences de tirage ou les ratios de masse thermique. Mais certains réussirent. Durant l'hiver 1877 à 1878, il y avait 14 maisons dans le comté de Pimina construites avec des variantes du système de Katarina. En 1880, il y en avait 43. Les conceptions variaient. Certaines personnes utilisaient de la brique au lieu de la pierre. Certains construisaient les canaux dans des configurations différentes. Certains combinaient des éléments des poêles russes Petka avec des techniques allemandes de Kachelhofen. Mais ils partageaient tous le même principe fondamental. Maximiser la masse thermique, minimiser la perte de chaleur, utiliser la terre elle-même comme isolant. Thomas McKenna reconstruisit sa cabane avec un système de chauffage par le sol à l'été 1877. Il avait perdu ses 3 orteils, boitait pour le reste de sa vie, mais il n'oublia jamais ce que ressentait le froid quand on n'avait pas assez de chaleur. Sa version utilisait des pierres plates de la rivière, disposées en un motif qui s'étendait sous sa pièce principale, et une petite alcôve pour dormir. Il brûlait 70% de bois en moins qu'auparavant, et sa cabane restait plus chaude qu'elle ne l'avait jamais été avec une cheminée conventionnelle. Le révérend Paulson, qui s'inquiétait de la sécurité incendie, étudia le design de Katarina pendant 6 mois avant d'en devenir le plus ardent défenseur. Il commença à inclure des croquis du système de chauffage dans des lettres à ses amis et à sa famille dans le Wisconsin, le décrivant comme une application pratique de la gestion chrétienne. Utilisant les ressources de Dieu efficacement, ne gaspillant rien, survivant par la sagesse plutôt que par la force brute. Les principes techniques derrière le système étaient solides d'une manière que les ingénieurs modernes valideraient plus tard. La masse thermique sous le plancher agissait comme une batterie thermique avec une perte minimale. Les canaux horizontaux augmentaient la surface de transfert de chaleur tout en maintenant suffisamment de tirage pour y faire passer la fumée. La conception enterrée réduisait la perte de chaleur par les murs et le toit tout en protégeant du vent. Le système convertissait environ 78% de l'énergie potentielle du bois en chaleur utile, contre environ 23% pour une cheminée ouverte conventionnelle et peut-être 45% pour un poêle à cheminée bien conçu. Des systèmes similaires avaient évolué indépendamment dans de nombreuses cultures, précisément parce qu'ils résolvaient le même problème. Comment rester au chaud dans des climats brutaux avec un combustible limité? Les systèmes coréens et Dole utilisaient des canaux de chauffage par le sol qui s'étendaient sous toute la maison. Les poêles contraflots finlandais utilisaient des canaux internes complexes pour capter la chaleur avant qu'elle ne s'échappe. Les lits Kang chinois chauffaient des plateformes de couchage avec l'échappement des feux de cuisine. Les poêles russes. Petka, que le grand-père de Katarina avait adapté, avait permis à des familles de survivre aux hivers sibériens pendant des siècles. Ce qui rendait l'histoire de Katarina remarquable, ce n'était pas qu'elle ait inventé quelque chose de nouveau, c'est qu'elle ait reconnu une solution d'une culture et l'ait adaptée avec succès à un environnement complètement différent, surmontant le scepticisme, la pression sociale et la certitude des hommes
qui pensait tout savoir. Elle a rempli les conditions de résidence et a obtenu son titre de propriété en 1879. L'employé du bureau foncier, qui avait ri de ses dessins 5 ans plus tôt, ne riait plus lorsqu'il a signé le brevet. Elle fut l'une des premières femmes célibataires du comté de Pembina à réussir sa preuve de résidence, et son succès en a encouragé d'autres. En 1885, il y avait 17 femmes célibataires qui avaient déposé des demandes dans un rayon de 16 km autour de son souterrain, et 12 d'entre elles avaient construit une variation de son système de chauffage. Katharina ne s'est jamais remariée, n'a jamais quitté le comté de Pembina. Elle construisit enfin une véritable maison hors terre en 1882. Mais elle conserva sa demeure troglodytique, s'en servant comme garde-manger et comme cuisine d'été, où la fraîcheur de la terre conservait les aliments. Le système de chauffage de sa nouvelle demeure reprenait les mêmes principes, avec des conduits aménagés sous le plancher de sa pièce principale et de sa chambre, consommant 1/4 de corde de bois par semaine pour chauffer un espace 3 fois plus grand que sa précédente habitation. Elle s'éteignit en 1903, à l'âge de 60 ans, lors d'une année où l'hiver du Dakota fut assez clément pour que personne n'eût besoin d'un chauffage exceptionnel. Ces terres revinrent à une nièce immigrée de Russie en 1891, et la famille conserva la propriété pendant encore 43 ans. La maison troglodytique elle-même subsista jusqu'en 1946, date à laquelle elle fut finalement comblée, mais des photographies des années 1930 montrent encore l'empreinte du monticule, toujours reconnaissable comme l'endroit où une Russe avait prouvé que le savoir traditionnel pouvait surpasser la confiance américaine. L'ironie, bien sûr, est qu'au moment où Katharina mourut, son système de chauffage devenait obsolète. Le charbon était moins cher et plus disponible. L'expansion des chemins de fer rendait l'expédition du bois pratique. Les poêles en métal, mieux conçus, étaient produits en série. La nécessité brutale qui avait rendu son système essentiel s'estompait, remplacée par la commodité et les chaînes d'approvisionnement industrielles. Mais durant ces années où les pionnières étaient véritablement isolées, où la survie d'une famille dépendait de ce qu'ils pouvaient construire de leurs propres mains avec des matériaux locaux, où l'efficacité ne consistait pas à économiser de l'argent, mais à rester en vie, la cheminée souterraine de Katharina Voulkov représentait la différence entre la vie et la mort. C'était une sagesse codifiée dans la pierre, l'argile et la terre, affinée au fil des générations, transportée par-delà l'océan, et adaptée à un paysage qui tuait les imprévus. Les hommes qui doutaient d'elle finirent par changer d'avis, non pas parce qu'elle les avait convaincus par ses mots, mais parce qu'une tempête de neige avait apporté une preuve indéniable. 43 degrés en dessous de zéro et 4 jours de vent transformèrent les sceptiques en croyants, la théorie en pratique, ce qui ressemblait à un gaspillage insensé de pierres, en la construction la plus pratique du comté de Pembina. À ce moment où Henrik Jakobson se tenait sur son seuil, sentant une chaleur qui n'aurait pas dû exister, voyant une femme à l'aise en manches courtes, alors que ses propres enfants présentaient des engelures, malgré qu'ils se serraient sous toutes les couvertures qu'il possédait. Il comprit quelque chose d'important, que la sagesse n'arrive pas toujours dans des emballages familiers, que la survie exige parfois de mettre de côté ce que l'on croit savoir et d'accepter que peut-être, juste peut-être, quelqu'un d'autre a appris quelque chose de précieux que l'on n'a pas. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette histoire, si vous croyez que la sagesse pratique des colons de la frontière mérite d'être rappelée et partagée, alors je vous encourage à vous abonner à cette chaîne. Rejoignez la communauté des personnes qui travaillent à préserver ces techniques oubliées, ces récits d'ingéniosité et de survie qui ont façonné l'histoire américaine. Cliquez sur le bouton d'abonnement, partagez cette vidéo avec d'autres qui valorisent le savoir traditionnel et aidez-nous à maintenir ces leçons vivantes. Car la véritable leçon de la cheminée souterraine de Katharina Voulkov ne concerne pas les systèmes de chauffage, la masse thermique ou les conduites de pierre sous les planchers de terre. Il s'agit du courage qu'il faut pour faire confiance à son propre savoir quand tout le monde autour de vous dit que vous avez tort. Il s'agit de la valeur de la sagesse traditionnelle portée à travers les océans et les générations. Il s'agit de survie,
ne dépendant pas seulement de la force ou des ressources, mais de la compréhension, de savoir comment les choses fonctionnent et pourquoi elles fonctionnent, et d'être prêt à appliquer ces connaissances, même lorsqu'elles semblent étranges, à des personnes qui n'en ont jamais eu besoin auparavant. Elle a construit sa cheminée sous sa cabane parce que c'est là que la chaleur appartenait, au fond de la terre, où elle pouvait être stockée et lentement libérée, où elle ne pouvait être volée par le vent ni gaspillée dans le ciel vide. Et lorsque la pire tempête d'une génération a hurlé du Canada, lorsque les températures ont chuté à des niveaux qui ont tué des hommes et des femmes non préparés dans les plaines du Nord, lorsque la sagesse conventionnelle a échoué et que les cheminées conventionnelles sont devenues des passifs plutôt que des atouts, cette cheminée souterraine a gardé une russe au chaud, avec moins de bois que ses voisins n'auraient eu besoin pour une seule journée. Ce n'est pas seulement de la survie, c'est de la sagesse. C'est ce que signifiait être véritablement préparé pour la frontière. Pas seulement avec des outils et des fournitures, mais avec des connaissances qui fonctionnaient quand cela importait le plus.